Shalom, dans le Daf Kouf Aleph dans Masechet Baba Batra, nous reprenons à la Mishnah qui se situe 6 lignes à la fin du Daf Kouf Amud Bet, Amocher Makom Lachavero La'asot Lo Kever. Celui qui vend un terrain pour faire un kever, pour faire un caveau. Ici, caveau familial, on verra par la suite. Ou celui qui est payé pour fabriquer un caveau. Là aussi, encore une fois, on va estimer que la personne a fait ce qu'on lui demandait lorsqu'elle a laissé une certaine superficie ou lorsqu'elle a construit une certaine superficie. Et on verra ici qu'on a une double marloquette entre Tana Kama et Rabbi Shimon. Alors, avant d'avancer, on va essayer d'expliquer tout de même la forme qu'avaient justement ces caveaux. Donc, on avait d'abord ce qu'on appelle un khatser. On rentrait dans un carré qui faisait donc 6 amot sur 6 amot. Et à partir de ce khatser, donc qui était vraiment un endroit, une sorte de patio, on avait plusieurs, ce qu'on appelle meharot. Donc meharot, ce sont vraiment des caveaux. Et là aussi, dans ces meharot, on avait d'abord une petite entrée, et autour de cette entrée, on avait des tombes à gauche, à droite et en face de l'entrée. Et on verra justement la marque entre Tana Kama et Rabbi Shimon. Là, pour l'instant, on ne parle pas de la première partie, la partie centrale, ce qu'on appelle Khatser. On parle d'abord des meharot, donc des petits caveaux. Alors, on dit d'abord Oseh Tocha Shel Mehara Arba Amot Al Shesh. Il fera donc une mehara. Chaque mehara devra faire 4 amot sur 6 amot, en sachant encore une fois qu'une ama revient un peu plus que la moitié d'un mètre, un peu plus que 50 cm. Alors ici on nous dit quoi? Upoteach letocha shmona kuchim. Et de part et d'autre de cette mehara, on va faire shmona kuchim. Donc kuchim, ce sont les tombes à proprement dites, et dans lesquelles on enterre les gens. À l'époque, on les enterrait directement dans la terre, comme en Israël aujourd'hui. Letocha shmona kuchim, 8 kuchim. Comment? Shlosha mikan ou shlosha mikan. 3 à gauche, 3 à droite. Ushnaim mikenegdan et 2 en face. Vous verrez dans le daf suivant, vous aurez des dessins du Rashbam. On va éviter de regarder ce Tosfot pour ne pas trop se mélanger, mais selon Rashbam, vous verrez que le dessin est assez clair. Donc 3 à gauche, 3 à droite. Et Kuchim, Orkan, Arba. Maintenant, quelle est la dimension de chaque cour, de chaque tombe elle-même? Orkan, la longueur, c'est 4 amot. Alors pourquoi 4 amot? Parce qu'on estime que la taille d'une personne est de 3 amot. C'est pour ça qu'on part du principe qu'une ama fait à peu près entre 55 et 60 cm, ce qui fait qu'avec 1m80, 1m75, on a la longueur d'une personne, et on rajoute une ama pour laisser la place des personnes qui tiennent le corps à la tête et aux pieds pour pouvoir le déposer en terre. Et Kuchin, Orkan, Arba Amot, donc la longueur c'est de 4 amot, Veruman, Verochban, Shisha. Donc on nous dit ici que la hauteur, donc la profondeur, et Rorban, la largeur, c'est 6 tfachim. Donc ici, quand on parle en tfachim, Mechila, la hauteur, elle est de 7 tfachim, et Rorban est la hauteur de 6 tfachim. 6 tfachim, ça revient à une ama. Donc finalement, la largeur. Donc la largeur, c'est une ama. La longueur, c'est 4 amot. On a dit 6 parce que 6, encore une fois, c'est 6 tfachim. On est resté en tfachim. Et la profondeur, c'est 7 tfachim, ce qui revient à peu près à un tefar de 10 cm, donc à peu près 70 cm de profondeur. On a dit donc une amma de largeur, ça va à peu près un peu plus que 50 cm, et une longueur de 4 amot. Ça, c'est un akama. Rabbi Shimon Omer, en setocha shel mehara shesh amot al shmone. Lui pense que la mehara, au lieu de faire 4 sur 6, elle fait 6 sur 8. En sachant évidemment que quand on dit 4 sur 6 ou 6 sur 8, la partie longue, 6 dans la première, c'est un akama, et 8 selon Rabbi Shimon, c'est la partie gauche et droite où il y a le plus de tombes. Et du coup, lui, pourquoi il en fait une plus longue? Et il dit que chaque mehara comporte 13 mechila, 13 tombes. Arba mikan, 4 à gauche, Arba mikan, 4 à droite, ou shlosha mi kenegdan, 3 en face, ve'ordachan mimina petach, ve'echan mimitzvot. Alors là, ici, les deux dernières seront justement le sujet d'une discussion dans la Gemara, parce qu'il y en a deux autres, une à gauche et une à droite de l'entrée. Et on verra, enfin par rapport en tout cas à la direction de l'entrée, et on verra comment on situe exactement
ces deux tombes-là. Donc, encore une fois, on répète que l'on a ici des Meharot, donc des caveaux, et on a une marquette Tanakama et Rabbi Shimon. Quelle est la superficie de ces caveaux et combien de tombes la personne qui s'engage à construire ou qui s'engage à donner un terrain doit laisser comme place. Alors, encore une fois, selon Tanakama, c'est une mera qui doit l'entrée du caveau, l'endroit où on va déposer d'abord le défunt avant de l'enterrer. Cet endroit-là, justement, faisait 4 amot sur 6. Et à gauche et à droite, on enterre 3 personnes. Et en face, 2. Donc on arrive à 8 personnes. Alors que, selon Rabbi Shimon, on a d'abord un rectangle qui fait non pas 4 sur 6, mais 6 sur 8, qui est l'entrée de la Mehara. Et de part et d'autre, on n'a pas 3, 3 plus 2. On a 4, 4 plus 3. Et plus 2 autres qu'on verra éventuellement. Donc 4, 4 plus 3, ça fait 11. Et 2 qui sont censés être à gauche et à droite de l'entrée, qu'on verra plus tard comment elles sont placées. Autre marloquette, c'est non pas maintenant les Meharot, mais c'est vraiment la pièce centrale qui va donner elle-même sur plusieurs Meharot. C'est le Khatser. Il va aussi Khatser à Pi Mehara. Il fera un Khatser à Pi Mehara. À Pi Mehara, selon certains commentaires, ce Khatser-là était censé être un peu surélevé par rapport justement aux Meharot, de telle sorte à ce que l'on descende pour arriver dans les Meharot. Et là, si vous regardez les dessins qui sont à droite de la Gemara, vous avez assez clairement le Khatser selon Rashbam et après selon Mechila, selon Tanakama, selon Rabbi Shimon. C'est Khatser al Pi Mehara, donc il finit Khatser légèrement au-dessus de la Mehara. Shesh al Shesh. Là, ici, tout le monde sera d'accord que ce Khatser-là sera un carré de 6 sur 6, Kemelo Amita Vekovrea, pour laisser justement la place à la fois au lit, c'est-à-dire à la personne qui est décédée, et à la fois à ceux qui viennent la porter, ou Potach les Torah. Maintenant, ce Khatser, Shte Meharot, il doit donner sur 2 Meharot selon Tanakama. Achat Mikan, Achat Mikan, une de part et d'autre, donc une à gauche, une à droite. Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon, puisque c'est un carré de 6 sur 6, il dira que sur chaque côté, donc dans les 4 directions, on fera une Mera. Rabbi Shimon Omer, Arba ale Arba Rochotea, 4, 4, des 4 côtés, des 4 coins cardinaux. Et là, on ne peut pas mieux expliquer que les dessins que l'on voit ici dans la Gemara. Donc vous voyez, quand vous avez la Gemara, donc à droite de la Gemara, vous avez le commentaire de Rashbam. Vous avez le premier dessin qui correspond à ce qu'on appelle finalement le kever complet selon Tanakama. Au milieu, donc on a bien Khatser, Vav al Vav, donc c'est la cour qui fait 6 amot sur 6 amot. De part et d'autre, vous avez à chaque fois un caveau avec une pièce, une mera qui est censée être l'endroit où on dépose le défunt avant de l'enterrer. Et donc cette pièce-là fait 4 sur 6. Et vous avez vu que de part et d'autre, on enterre 3, 3 et 2. Pareil dans celle de l'autre côté. Donc on a un khatser de 6 sur 6 qui donne sur 2 meharot. Et dans chaque mehara, on a 8 personnes. Donc en tout, on a de quoi enterrer 16 personnes. Dans le dessin qu'il y a en dessous, c'est la version de Rabbi Shimon qui est en désaccord sur 2 points. Premièrement, il estime que le khatser de 6 sur 6, sur lequel personne ne discute, mais lui pense qu'il ne donne pas sur 2 caveaux, 2 petits caveaux, mais sur 4, des 4 côtés. Et simplement, chacun, au lieu d'avoir 8 personnes à enterrer, il en comporte 13. Donc on a 13 x 4, donc on a 52 personnes que l'on peut enterrer dans un caveau. Donc on a vraiment une grosse discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon sur ce que l'on appelle un kever, lorsque l'on ne précise pas. Est-ce que ce kever c'est un kever dans lequel on enterre 16 personnes ou est-ce qu'on enterre 52 personnes? Vraiment, on n'a pas du tout le même type de définition. Rabbi Shimon Megamel Omer, Akol les filles à Selah. Il nous explique Rabbi Rashbag maintenant que la construction du caveau dépendra de la qualité et de la dureté de la terre qu'il y a sur place. On verra plus tard pourquoi Rashbag a besoin de dire cela. En tout cas, maintenant la Gemara va essayer justement de comprendre comment étaient faits justement ces meharot. Le problème, il est plus sur Rabbi Shimon. La Gemara pose une question tout de suite. Donc Rabbi Shimon, rappelez-vous, il a dit qu'on avait des meharot qui faisaient 6 sur 8 amot et à gauche et à droite, on enterrait 4 personnes, en face 3, et après on a ces fameux 2 qui sont à gauche et à droite. Et c'est ces fameux deux tons qui posent problème. La Gemara dit Ané, Trele, Echash, Adeleu. Où veux-tu mettre ces 2 tons? Où veux-tu mettre ces 2 tons? Tu rentres dans la Mehara, dans chaque Mehara, on a dit qu'il y en a une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest. Quand tu rentres,
tu as à gauche vers l'extérieur, donc tu as 4 à droite, 3 en face, les deux autres qui sont à gauche et à droite de la porte. Où les mets-tu? Où veux-tu les poser? Les barailles, si tu veux les mettre à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du khatser, mais donc à l'intérieur finalement de la mehara. À ce moment-là, amikat shelihu, on a un problème, c'est qu'on va marcher finalement dessus. Et on a un problème ici de marcher justement sur les tombes. Alors vous allez me dire que selon Rabbi Shimon, on est obligé de marcher sur les tombes. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez vu qu'on a un khatser. Le khatser n'est accessible, et n'importe quel mehara n'est accessible qu'en passant par une autre mehara, puisqu'il n'a pas laissé comme Tanakama la possibilité de passer ailleurs. Tanakama a mis un khatser avec des meharot à gauche et à droite, donc on peut rentrer par le haut, par le bas, on peut rentrer sans marcher sur les tombes. Mais dans la configuration de Rabbi Shimon, on est obligé de marcher sur des tombes extérieures avant d'arriver au khatser ou où que ce soit. Donc du coup, comment on explique? On dit que selon Rabbi Shimon, le fait de marcher sur une tombe ne pose pas de problème, c'est pas un bisayon, c'est pas honteux. Qu'est-ce qui est réellement problématique? C'est de s'installer sur une tombe. Et donc ici, comme on a affaire à la mehara, si dans la mehara on avait réellement enterré les personnes, comme la mehara sert d'endroit justement où on pose le défunt avant de l'enterrer, que les gens peuvent rester debout, voire s'asseoir, là ici, c'est un bisayon d'être statique à un endroit où une personne est enterrée en dessous. Mais passer simplement sur un endroit en dessous duquel une personne est enterrée n'est pas un manque de respect, selon Rabbi Shimon, encore une fois, selon Tanakama, vous avez vu qu'on évite. Donc ça, c'est la première question, c'est que comment fait-on pour placer ces deux tombes de part et d'autre sans que les gens, finalement, puissent s'installer ou se poster dessus? La Gemara nous dit Vetou, et en plus, Hatnan, on a une Mishnah qui dit que Chatzar a kever, alors met betocho tahor, que le Chatzar justement du kever est un endroit qui est tahor. Donc si on le met à l'extérieur de la mehara, et donc on le met forcément dans le khatser, on a un souci, c'est parce qu'on a une Mishnah qui nous dit que c'est un endroit qui est tahor, qui est pur, et que presque dans l'absolu, un Kohen pourrait s'y trouver. Donc on a deux problèmes, c'est que premièrement, le fait de mettre à l'extérieur, donc dans le khatser, de mettre les deux tombes de part de la porte, serait un bisayon, un manque de respect pour le défunt, parce que c'est un endroit dans lequel on a l'habitude d'être statique, et que c'est un manque de respect d'être statique au-dessus d'un corps qui est enterré. Et en plus de cela, on a une Mishnah qui nous dit clairement que c'est un endroit qui est pur, et donc s'il est pur, c'est que forcément on n'a pas le droit d'enterrer dessous. Alors, comment la Gemara va répondre? Marabi Yossi Barabi Chanina, Davileu Kemin Nagar. La Gemara propose de faire ça, Kemin Nagar, un peu comme les gonds d'une porte. Et en fait, la Gemara va expliquer que c'est en fait une manière d'enterrer la personne debout. La Gemara repousse et dit Vea ma Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan objecte et dit que enterrer debout, Gvurat Hamorim Iso. C'est une manière d'enterrer les ânes. C'est-à-dire que c'est pas respectueux. Hamorim, c'est un âne, mais c'est en même temps il a chon homer à la matière. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est respectable pour l'homme qui est fait B'Tselem Elohim. On n'enterre pas une personne en position verticale. Et donc du coup, la Gemara repousse cette proposition. La Gemara nous dit à ce moment-là, les Rabbi Yochanan de Avileu Bekeren Zavit. La Gemara nous dit, on le fait dans les angles. Donc encore une fois, on a une mehara. Rappelez-vous, cette mehara, elle fait 4 sur 6. Mechil, elle fait 6 sur 8 parce qu'on est dans Rabbi Shimon. 6 sur 8. Donc dans la partie qui fait 8 sur les côtés, on enterre 4 personnes. En face, dans la partie qui fait 6 de largeur, on en enterre 3. Et entre justement la largeur et la longueur, on a un coin. Dans ce coin, on enterre en diagonale, on enterre une personne à gauche, une personne à droite. Donc c'est le Rabbi Yochanan, David, Lehu, Bekeren David. La Gemara dit Vea, Nagae Kuchin, la Hadade. Le problème, c'est que si on fait cela, on a forcément des tombes qui se touchent l'une l'autre. Et normalement, on doit laisser une ama entre chaque tombe. On a vu qu'une tombe avait une largeur d'une ama, mais il fallait laisser une ama de disponible. Or, dans cette configuration, on n'a pas justement la possibilité, puisque rappelez-vous que c'est encore une fois une mehara qui fait 6 sur 8, donc la partie qui est en face fait 6, elle fait 6 et on enterre 3 personnes, et ces 3 personnes prennent à chaque fois une ama pour la tombe et une ama d'espace, et donc du coup, on se retrouve à ne pas avoir la possibilité, pareil sur les côtés, et on n'a pas de possibilité de laisser l'espace. Et ça, c'est un problème. Amar Ravashi,
Rashi propose Bema'amik. C'est-à-dire que ces deux tombes-là sont creusées plus profondément que les autres, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les deux tombes. L'Agma dit et la preuve que le commentaire de Ravashi est pertinent, c'est que dans tous les cas, selon Rabbi Shimon, tu es contraint de dire que même d'autres tombes dans son caveau sont à des hauteurs différentes. Car si tu ne dis pas ainsi, Arba Meharot le Rabbi Shimon Echi Avileu. Comment veux-tu faire 4 Meharot selon Rabbi Shimon, puisqu'à chaque fois, il y a encore une fois de part et d'autre, je vous enjoins de regarder à nouveau le dessin qu'il y avait au recto. On voit bien ici que dans chaque Mehara, donc imaginons qu'on a la Mehara qui est au-dessus, vous voyez bien qu'à sa gauche et à sa droite, on a une tombe. Le problème, c'est que les deux premières tombes qui sont à gauche, ont l'air de poser problème et ne pas pouvoir laisser la place aux tombes qui sont à droite de la Mehara qui est à gauche de l'entrée. Et donc, du coup, à chaque fois, selon la Gemara, Hakanage Kuchinadade, tu vois bien qu'ils se touchent. Et là, Bema'amik, tu es obligé de dire là-bas que pour que les tombes puissent coexister, il faut que certaines soient plus profondes que d'autres. Achanami, Bema'amik. Et donc, du coup, tu n'as aucun problème à expliquer que celles aussi qui sont en face, qui sont Béalarsan, qui sont en diagonale, sont également plus en profondeur. Ça, c'est la proposition de Rabbi Yochanan et expliqué encore une fois par Ravashi. L'Agma maintenant propose explication de Ravuna. Ravuna, le fils Bered et Rabbi Yoshua Amar, Arba Meharot et Rabbi Shimon, David Lehu ki haruta. On nous dit ici que toutes les tombes étaient enterrées. Ki haruta, haruta c'est le palmier, c'est les branches du palmier, c'est-à-dire que tout est fait en diagonale. Alors là aussi, imaginez, donc vous avez les Meharot, chaque Mehara donc vous avez une Mehara qui est au nord, une qui est à l'ouest, à l'est et au sud. Prenez par exemple celle qui est au nord et celle qui est à l'ouest. Vous tracez une diagonale depuis le coin de la Mehara du nord à celle qui est à l'ouest. Donc imaginez que le côté gauche de la Mehara du nord et le côté droit de la Mehara qui est à l'ouest. Vous imaginez que c'est un triangle rectangle et vous imaginez l'hypoténuse qui va d'un bout à l'autre. Cette diagonale-là, on va enterrer côte à côte, donc en direction comme ça de l'extérieur, donc en direction nord-ouest. On va enterrer toutes les tombes. C'est comme ça qu'on va enterrer ces tombes-là. Donc on aurait celles qui sont en face, qui sont bien faites comme il faut, et celles à chaque fois qui sont censées se toucher, on les enterre de cette manière. Et la Gemara ici va repousser totalement ce que dit Ravuna à cause de problèmes géométriques. Veha de Ravuna vere de Rav Yoshua, ce qu'a dit Ravuna, le fils de Rav Yoshua, Beruta hi. C'est un enseignement étranger, c'est une manière de dire que ça n'a pas sa place. Autant quand on a une discussion dans les Chachamim sur un sujet, on peut très bien dire un tel a dit ça, l'autre a dit ça, on peut dire la halakha est comme un tel, comme un tel. Le fait de dire que la halakha est comme un tel ne remet pas en cause totalement la validité de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit peut être vrai, mais on a des règles pour déterminer la halakha, le minhag, la majorité, et donc ça n'annule pas complètement cet avis. Lorsqu'on dit que c'est Beyrouth accès extérieur, c'est que c'est vraiment une erreur. On veut le dire avec respect, mais en fait, le Rav a fait une erreur, et cette erreur est tellement criante, là c'est une erreur mathématique, géométrique, cette erreur est tellement criante qu'on n'a aucun problème à dire que c'est comme si ça n'avait pas été prononcé. Pourquoi ? Mirde kolamta beribua. On a un principe, toute ama, c'est une mesure, beribua dans un carré, amta otrechumche balarsona, la diagonale fait une ama, donc la mesure plus 2 cinquièmes, donc 1,4. C'est le fameux racine de 2, c'est A racine de 2, donc c'est la formule, donc c'est arrondi évidemment, ici, à peu près à 1,40. Quand on a donc deux côtés d'un carré, la diagonale en général revient à 1,4 fois le côté. Et là ici encore une fois, ces côtés, c'est pas les Meharot elles-mêmes, parce que ce ne sont pas des carrés, puisque les Meharot font 8 sur 8. Simplement, encore une fois, lorsque l'on a affaire à la Mehara qui est au nord et celle qui est à l'ouest, le côté gauche de celle qui est au nord fait 8, le côté droit ou en haut de celle qui est à gauche fait 8 également. Donc ça, on pourrait imaginer un carré, on a 8 sur 8, et donc la diagonale qui est entre les deux fait 8 fois 1,4. Donc la Gemara nous dit, Kama veleu, combien ça fait ? Chad sre vechumsha,
ça fait 11 plus un cinquième, donc c'est 11,2. Et la Gemara nous dit Kacha, Kuchin, Kam Haavu. Et donc combien on a de personnes à enterrer à cet endroit? Tmania, on en a 8, puisque cette diagonale-là est censée couvrir les 4 qui auraient dû être mis à gauche de la Mera qui est au nord et les 4 qui sont à droite ou en haut de la Mera qui est à l'ouest. Et donc on en a 8. Tmania, Bechatzre Vechumsha, Echim Eshkachat. Comment veux-tu enterrer 8 personnes, puisqu'encore une fois chacune prend une ama pour elle-même et une ama de vide entre 2 tombes? Comment veux-tu enterrer 8 personnes dans 11,2 amot? Et là, ha de Ravuna, de Rav Yoshua, Berutahi, donc la Gemara n'a aucun problème à dire que ce qu'a dit Ravuna, le fils de Rav Yoshua, est complètement extérieur. Mais la Gemara tout de même dit, elle dit, Veiba etema. Et si tu veux donc proposer encore une fois une solution pour expliquer comment on fait pour faire ces 2 tombes-là qui sont censées être mis en diagonale mais qui ne doivent pas toucher, la Gemara dit, Veiba etema, si tu veux dire, Kidama Rav Shisha, Béré de Ravidi, comme a dit Rav Shisha bar Idi. On verra dans le DAF de demain qu'il a dit à un moment donné, lorsqu'on a eu un souci pour expliquer un enseignement, parce qu'on a un problème de place, il a dit niflé. Là-bas, il a dit ce sont des tombes pour des nourrissons. À Hanami, il a aussi béniflé. Malheureusement, jusqu'à une époque assez récente, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient jeunes, et donc très souvent dans une famille. Là, on a affaire ici, selon Rabbi Shimon, à un caveau pour une famille de 52 personnes, et il était très souvent. Il était plausible que sur 52 personnes de la famille qui décédaient, il y avait 2 Néphalim, donc on faisait une place pour les nourrissons, et cette place-là est tellement petite qu'elle permet justement de faire en sorte que les tombes ne se touchent pas. On va rapidement enchaîner quand même sur le début de la Mishnah suivante, même si on ne pourra pas terminer cette suga. Nanatam, il y a une Mishnah qui nous dit Amotse met mushkav kedarko, celui qui trouve quelqu'un qui est décédé, mushkav kedarko, allongé comme il faut. On voit qu'il a été mis là-bas, Bechavana, avec intention, et qu'il a été enterré comme un juif. À ce moment-là, notre lot, si on doit le déplacer, Ve'et Fusato, il faut le déplacer avec la terre. C'est une halakha que lorsqu'on déplace quelqu'un qui est enterré comme il faut déplacer avec la terre. Encore une fois, les gens étaient enterrés dans la terre. Shnaim 2, notre lame, Ve'et Fusatan, pareil, on peut en enlever les deux, avec Fusatan, avec la terre qu'il y a autour. Matzah Shlosha, s'il a trouvé 3 personnes enterrées comme il faut, Imiesh Benehem, s'il y a entre le premier et le troisième, Merba Hashmoné, entre 4 et 8 amot, et on verra par la suite que ça inclut l'espace même, enfin la largeur des corps eux-mêmes, à réseau Shrunat Kvarot, ça s'appelle un endroit où il y a, ça s'appelle un caveau plus ou moins, ou un endroit où il y a déjà plusieurs personnes enterrées, et on n'a pas le droit à ce moment-là d'y toucher, mais encore une fois, on laissera ça pour le DAF de demain. On va rapidement récapituler ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu une double marloquette, Rabbi Shimon et Tanakama, sur la définition d'un caveau. En quoi c'est important? Si on achète un terrain pour savoir quelle est la superficie qu'on doit me laisser pour construire, ou si je paye un constructeur pour me construire un caveau, à ce moment-là, on va avoir une discussion Tanakama et Rabbi Shimon sur quelle est la définition du caveau que la personne est censée construire, ou quelle est la superficie qu'il est censé donner. Double marloquette encore une fois. Ce qui est en commun d'abord, c'est qu'on a au milieu de tout cela, on a un khatser. On a une cour de 6 sur 6, on a appris que ce khatser, il était tahor, il était pur. Et donc on ne peut pas enterrer les gens en dessous, et en plus, comme on doit rester là-bas, poser le corps, s'asseoir, cet endroit-là, ce patio, ne peut pas avoir de corps, à la fois parce qu'il doit être pur comme c'est marqué dans une Mishnah, et à la fois parce que c'est un manque de kavod, selon tout le monde, même selon Rabbi Shimon, de s'asseoir ou de rester statique au-dessus d'un corps. Maintenant, ce khatser-là, selon Tanakama, ne donne que sur 2 meharot, à gauche et à droite, alors que selon Rabbi Shimon, ça donne sur 4 meharot, ouest, est, nord, sud. Et donc selon Rabbi Shimon, pour accéder à une tombe, quoi qu'il arrive, on est obligé de passer sur les tombes, puisque on a forcément accès de l'extérieur, on a forcément accès qu'en passant par des tombes. Maintenant, sur chacune des meharot, il y en a 2 selon Tanakama et 4 selon Rabbi Shimon, on a aussi des discussions. Selon Tanakama qui dit qu'il n'y en a que 2, chacune des 2 meharot ne comporte que 8 tombes. 8 tombes, la longueur et la largeur, c'est 4 x 6. Et sur la longueur de 6, on a 3 à gauche, 3 à droite et 2 en face, ça fait 8. Et l'autre mehara également 8. Donc on a finalement un caveau qui comporte 16 corps. Selon Rabbi Shimon, on avait dit que le khatser donnait sur 4 meharot. Chaque mehara, donc il y en a 4, mais chacune
comporte 13 tombes. 4 à gauche, 4 à droite, 3 en face, et les 2 autres qui sont censés donc être de part et d'autre de la porte, et on avait vu que selon Rabbi Yochanan expliqué par Ravashi, c'était en diagonale. Donc entre le côté et le côté qui est à gauche ou à droite et celui qui est en face, on a 2 coins. Dans les coins, on enterre à ce moment-là cette personne-là, soit en profondeur, si c'est une tombe d'adulte, soit comme on a tenté d'expliquer à la fin, que c'était une tombe qui était finalement pour des néphalim, pour des nourrissons, et à ce moment-là, on avait la place. Encore une fois, on a vu que chaque tombe avait une largeur d'une ama et une profondeur de 7 tfachim, à peu près 70 cm. On a vu qu'il fallait laisser une ama de libre entre deux tombes. Donc après, en général, une tombe prenait du coup 2 amot, une pour elle-même et une d'espace avec la prochaine. Et je crois que nous avons résumé tout cela. On a vu aussi Rashba qui disait que la construction devait dépendre de la solidité du type de terrain que l'on avait, mais ça on verra ça dans la suite. Et on a vu à la fin que lorsqu'on trouvait quelqu'un qui était enterré, encore une fois, Kedarko, c'est-à-dire comme un juif, comme le demande la halakha, si on doit le déplacer, on est contraint de le déplacer avec la terre qu'il y a autour. 2 aussi. 3, on estime que ça s'appelle déjà un cimetière et donc on ne peut pas les déplacer. Pourquoi on a dit Kedarko? C'est parce que si la personne n'est pas enterrée selon la manière juive, c'est soit un non-juif, soit un juif qui n'a pas été enterré comme il faut, et à ce moment-là, on peut le déplacer même sans prendre Tfusato, sans prendre les morceaux de terre qu'il y a autour.